Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinsa, le premier numéro de l'année 2024. L'occasion pour nous de vous souhaiter une excellente année à venir, à vous, à vos proches, à l'OGC Nice, la Ligue des Champions. On l'espère en fin de saison, mais pour l'instant, ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est une autre compétition, une autre coupe, c'est la Coupe de France sur laquelle nous allons revenir. L'OGC Nice s'est qualifié hier au bout du suspense au tir au but face à l'AJ Auxerre à l'Alliance Riviera. L'occasion donc de revenir sur cette qualification, c'était l'essentiel. De toute façon, je pense que notre émission va un peu boucler là-dessus. Et puis, on dira quelques mots du mercato. Pas tant de rumeurs que ça à commenter, même s'il y en a une, et notamment celle sur Florian Thauvin qui fait forcément beaucoup parler, mais on essaiera de voir à la lumière de ce que les jeunes, puisque c'est la classe biberon de l'OGC Nice qui était de sortie hier soir, ce que les jeunes ont montré, ce qu'il y a réellement nécessité à tous les postes de recruter. On verra ça en tout cas. On va en discuter avec mes acolytes du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Alric. Tout d'abord, salut Alric. Comment vas-tu? Salut Sky. Et bonne année. Salut. Ouais, salut Sky. Bonne année à tous. Je vois que les ambitions sont déjà affichées pour la deuxième partie de saison. C'est la Ligue des Champions ou rien. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Tout de suite. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que les gens m'ont souhaité au taf, notamment. Ils m'ont dit la santé. Et bon, la Ligue des Champions pour le GCI. Je fais, ah, d'accord. Ok. Eh Très bien, bien. écoute, moi Je j'en prends, suis. merci. Hein. Hein. Si on finit sur le podium, j'en suis totalement. En plus, on va parler d'une première victoire pour cette nouvelle année. Donc ça veut dire qu'on reprend les bonnes habitudes. Donc c'est cool. Et Jérémy est également avec nous. Salut Jérémy. Et très bonne année à toi également. Salut Sky, salut Eric et salut à tous, bonne année, plein de bonnes choses. Et écoute, ben ça va, on a fait un bon match, ravi d'en discuter avec vous, c'est bien de commencer par peut-être pas une victoire mais une qualification en tout cas. On s'est quand même qualifié au tir au but, c'est historique, donc c'est bien. C'est vrai qu'on a connu des désillusions au tir au but. Là, cette fois, ça passe. Victoire 4-2 au tir au but avec Gaëtan Laborde qui offre la qualification à l'OGC Nice. Bon, c'est un troll volontaire. Et je pense, pour ceux qui ont vu le match, ils comprendront que je pense que certains points commencent déjà à se serrer parmi nos auditeurs. Et Jérémy aussi, là, il est prêt à me Et soutenir. Jérémy, il a la bave aux lèvres déjà. Mais bon, avant de revenir sur l'issue de ce match-là, messieurs, commençons par... qu'est-ce que ça vous inspire, la Coupe de France, depuis 2 ans, quand même deux parcours extrêmement différents, cette finale perdue face à Nantes, on le rappelle, et puis cette élimination dès les 32e de finale face au Puy, qui avait coûté sa place à Lucien Favre l'année dernière. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça doit être les ambitions de l'OGC Nice? Bon, déjà, passer un premier tour, s'éviter un malaise, ça c'est fait. Mais ça va être un peu la traditionnelle question. Aujourd'hui, on est très bien placé en championnat. Est-ce que la coupe doit être aussi un objectif? Est-ce qu'on a les moyens, tout simplement, selon vous, de courir ces deux objectifs? Avant de parler des moyens, moi je pense que ce qu'il est intéressant de constater, c'est que l'OGC Nice a un gros problème historique avec la Coupe de France, parce que ça fait quand même plusieurs saisons où tu échoues soit au premier tour, soit au second. C'est très difficile d'avoir un vrai parcours dans cette compétition qui est une compétition importante. La finale de 2022, bah pour moi, elle n'existe pas puisque de toute façon les joueurs n'étaient pas présents. On ne l'a pas Donc, joué, donc elle n'existe pas. voilà, C'est-à-dire. comme on dit, hein, ça ne me plaît pas, donc ça n'existe pas. Et les joueurs n'étaient pas présents hein, pendant le match, donc pour moi c'est une légende urbaine, voilà, ça n'a jamais vu le jour. Après, concernant le Puy l'année dernière, je donne rapidement mon avis sur cette question. C'était une élimination qui était piteuse. Mais en plus, je la soupçonne d'avoir été plus ou moins volontaire parce qu'il y avait aussi la volonté, il me semble, de d'évincer le coach Lucien Favre. Je prends le risque de le dire, ça n'engage que moi. Bon, en tout cas, Donc, les joueurs n'étaient peut-être pas prêts à aller à la guerre avec le Lucien Favre comme avec Francesco Farioli. Sans parler de complot, la motivation n'était peut-être pas la même. alors, je parle pas forcément de complot. Par contre, j'ai l'intime conviction que c'était pas innocent. Oui. Alors après, il est clair que quand on est l'OGC Nice, quand on est un club de première division, c'est impardonnable d'avoir un parcours aussi piteux en Coupe de France de manière historique, j'entends. Et donc aujourd'hui, je pense, pour répondre à la question initiale, que c'est intéressant de jouer les deux tableaux le plus possible, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'en championnat ça va devenir compliqué, et surtout il y a aussi l'envie d'aller chercher un trophée. Je pense que c'est pas à négliger. Les paroles de Rosario cette semaine ont été assez fortes. Si elles sont suivies des faits, autant aller jusqu'au bout. Jérémy, on sait qu'il y a ce besoin de trophée depuis désormais ça va faire 27 ans. Là, il y a quand même toute une génération qui n'a pas connu le dernier trophée remporté par l'OGC Nice. On sait que ça manque, et on connaît ton amour pour ce joueur. On aimerait quand même que Dante, avant la fin de sa carrière, vu son passage historique à l'OGC Nice, puisse accéder au rang de légende en étant le capitaine qui soulèvera un nouveau trophée
pour l'OGC Nice, ça ferait peut-être franchir aussi un cap au club médiatiquement et puis au niveau de son affluence peut-être de enfin gagner quelque chose. Au-delà de l'envie qu'on a tous de voir l'OGC Nice gagner autre chose qu'un match, est-ce que pour toi on a aujourd'hui les moyens de suivre cette aventure-là en plus du championnat, sachant que j'oriente peut-être un peu la question, mais 4 matchs de moins en championnat, pas de Coupe d'Europe cette année, c'est peut-être plutôt cette année que la prochaine où on a les moyens d'aller loin dans cette compétition. Ouais, ce serait beau d'arriver à aller au bout, déjà pour gagner un trophée et puis aussi pour effacer la déception qu'on a tous eue en 2022. Je pense que honnêtement on a les moyens d'aller loin dans cette compétition. Je pense que hier soir le match hier soir a été une preuve. Je pense qu'on parlera un peu plus du contenu après, mais je trouve que ce qu'on a vu hier soir est quand même très prometteur au vu des circonstances, de toutes les blessures qu'on a eues. Je pense qu'on a les moyens et c'est un petit peu l'année ou jamais de faire quelque chose. Comme tu l'as rappelé, il y a 4 matchs de championnat en moins, on n'a pas de Coupe d'Europe. On a surtout une équipe qui a énormément d'envie, qui l'a montré hier. Un entraîneur qui est quand même très solide parce que je trouve que hier soir, avec la composition qu'on a eue, sachant qu'on avait eu 2 blessés un peu de dernière minute, on avait quand même une équipe qui avait des automatismes et franchement je m'attendais pas à ce qu'on joue comme ça au vu des circonstances. Donc c'est quand même très prometteur. Donc je pense qu'on peut aller au bout. Il va nous falloir aussi un peu de réussite, je pense, au tirage, parce que bon, on est quand même les professionnels aussi pour ne pas avoir de chance au tirage. Oui. On peut très bien au prochain tour avoir le PSG et être le choc des 16e, hein, ça c'est un peu notre spécialité aussi. Donc on verra bien, mais en tout cas ce serait bien sûr très bien d'aller au bout, au moins d'aller en quart ou en demi-finale, ça serait quand même déjà super. Donc c'est un peu l'année ou jamais. J'espère que oui, on arrivera à faire quelque chose, mais je pense qu'on a ce qu'il faut cette année, surtout en termes on a une vraie équipe et une équipe qui a une vraie mentalité pour aller faire quelque chose dans cette coupe-là qui moi personnellement me tient beaucoup à cœur et je pense qu'il est quand même encore très très importante. Ouais. Ouais, et puis un peu une famine de trophées aussi. Hein. Je reboucle là-dessus. Mais c'est important de le rappeler. Hein. C'est depuis 1997 pour l'effectif professionnel, tu n'as plus de trophées. Et si on veut redevenir une place forte en France, il faut avoir gagné un trophée. Oui, et puis pour nos esprits, pour notre santé mentale, il serait quand même temps qu'on efface toutes les déceptions de ces 10 dernières années et qu'on en ait une. T'imagines, Jérémy avait 1 an, on est vieux, quoi. C'est dur, mais il y a beaucoup de gens, d'adultes, peut-être même qui sont parents aujourd'hui, qui n'ont même pas connu le dernier trophée de l'OGC. Moi, ça me fait flipper. Bon, moi-même, j'étais pas très vieux, mais j'ai la chance de m'en souvenir, au moins déjà. Mais plutôt que de revenir dans le passé, en tout cas, on fera un numéro spécial passé. Dans un passé plus proche, on fera peut-être, selon le parcours en Coupe de France, un numéro spécial épopée de 97, pourquoi pas, mais revenons sur le 11 d'hier soir, on le disait, un 11 largement rajeuni. Alors, en soi, petite nécessité par rapport aux absents de la CAN, aux blessés de dernière minute, Romain Perraud et Morgan Sanson. Romain Perraud qui devrait être absent pour 3 semaines, Morgan Sanson, ça devrait être plus court, c'est une petite alerte, on espère que qu'il sera disponible pour le prochain match. Donc un turnover semi-obligatoire et semi-occasion de voir ces jeunes sur un temps de jeu conséquent. Je vous rappelle le 11, Marcin Bulka dans les buts, une défense à 3, et on parlera aussi de ce changement de système. Antoine Mendy, Youssouf Ndachimie, Amraoui, les pistons, Lotomba et puis Louchet, un milieu de terrain, Belayan Rosario, 2 milieux offensifs, on va dire, attaquant excentré, ça après on en discutera de l'animation. Gaëtan Laborde, capitaine avec Claude Maurice, et puis en pointe, Terem Moffi, comme d'habitude. En soi, je suis un peu partagé en fait, parce que je me dis que j'aurais peut-être aimé voir, j'aurais peut-être pas fait le même turnover que Francesco Farioli. Bon, après il a eu raison, et en plus de ça, la plupart des jeunes lui ont très bien rendu. Mais je me suis notamment posé la question, c'était peut-être l'occasion de voir jouer Salvatore Sirigu. Alors l'issue du match fait qu'on est très content d'avoir Marcin Bulka dans les buts pour la séance de tir au but, mais je trouve que déjà c'est le premier choix fort de l'entraîneur italien. Et après, au-delà de ça, je vous laisse aussi me partager avec nos auditeurs, nos auditrices, votre impression sur cette composition d'équipe. Je cite pas le banc, puisque pour le coup, lui fait quand même particulièrement peur. Ça nous rappelle un peu les années Claude Puel, où on avait uniquement la réserve sur le banc et pas d'autres joueurs. Et son fils et son jardinier et sa grand-mère.
Claude Puel, homme fort sympathique au demeurant. Ce que moi je retiens, c'est le sentiment que j'ai, c'est que Sirigu, alors c'est peut-être faux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que Sirigu, il est pas là pour jouer. C'est bête, hein, mais je pense qu'il est Ouais, plus c'est embêtant quand même. Hein, mais Ouais, non, mais je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut se souvenir de sa réaction quand il a compris que peut-être il allait rentrer. C'était au dernier match à domicile où Marcin Bulka, ressent une douleur, s'écroule dans sa surface. Et on voit la tête de Sirigu qui se dit alors là, s'il faut que je rentre, je suis dans la merde. Donc je me dis, il est peut-être pas là pour engranger des minutes, il est surtout là pour accompagner. Marcin Bulka et Teddy Boulendi, ça m'aurait pas choqué par exemple d'avoir Teddy Boulendi dans la cage, mais au final, je trouve c'est intéressant d'avoir la continuité Marcin Bulka. Alors, ce qui peut être inquiétant, c'est qu'on sait que Marcin peut se blesser, ça lui arrive, même si c'est rare pour un gardien. Donc, il faut pas qu'il lui arrive de pépin, parce que là, pour le coup, on va être handicapé. Pour ce qui est de la compo, quand j'ai vu arriver le 11, je me suis dit, il manque plus que Paulin Puel et on est pas mal, là, ça fait peur. Mais au final, la qualité... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que Francesco Farioli a changé de système, donc il est pas du tout hermétique au changement. Il s'est adapté une nouvelle fois. Il l'a bien fait, avec des jeunes qui ont montré de très très bonnes choses. On y reviendra, c'est un premier tour de table. Mais non, je suis content de voir qu'en fait, Francesco Farioli a plusieurs tours dans son sac. Et donc il est prêt à nous montrer des choses qu'on n'est pas forcément au courant qu'il puisse mettre en place, quoi. Jérémy, au-delà du choix des hommes, que je te laisse commenter naturellement si besoin, mais sur le changement de système, cette défense à 3 peut être aussi inspirée par le fait que les 3 défenseurs, aucun n'est un véritable défenseur central de métier, même si les 3 ont déjà pu y jouer en jeune et en professionnel, mais bon, peut-être la volonté de renforcer le secteur défensif orphelin de Dante et de Jean-Claire Todibo. Et puis devant, même si l'animation après aussi a fait que les 2 joueurs ont débordé, cette espèce de milieu créatif l'aborde Claude Maurice pour essayer de mettre 2 joueurs pas très à l'aise sur les côtés dans les meilleures dispositions. On commentera après si c'est une véritable réussite ou pas. Mais effectivement, comme le dit Alric, Francesco Farioli nous a enfin peut-être montré qu'il n'était pas obtus sur le système tactique. On sait qu'il avait cette volonté de pluralité tactique quand il était entraîneur en Turquie. Depuis qu'il était à l'OGC Nice, on est quand même beaucoup sur du sacro-saint 4-3-3. Hier, on a vu quelque chose de différent pour le meilleur et pour le pire, mais qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, je pense que déjà, la première chose, c'est que il avait plus beaucoup de choix, en fait, au final, parce que bon, ça, quand même, il faut en parler. C'est quand même sacrément incroyable, hein, le nombre de blessures qu'on a. Je crois qu'on avait 12 absents hier. Bon, il y avait aussi des joueurs suspendus, mais là, les blessés, c'est pas possible. C'est pas normal d'avoir autant de blessés. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans. Cette phrase fait écho dans ma tête. J'ai l'impression que c'est encore pire que toutes les autres années, la période qu'on a là au niveau des blessures, c'est quand même assez fou. Donc j'espère qu'on va quand même récupérer le plus de joueurs possible, notamment pour le match contre Rennes la semaine prochaine. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est déjà une première chose. Après, plutôt cohérent, je trouve, d'avoir une défense à 3, sachant que, comme tu l'as rappelé, on n'avait pas vraiment de défenseur central de métier, même si on a vu Youssouf qui a joué plusieurs fois à ce poste-là, Antoine Mendy a joué contre Lens aussi à ce poste-là, mais je pense que c'était une bonne chose de jouer à 3 derrière. En plus, ça donne un peu de temps aussi à Amraoui et à Louchet, à tous les deux. Ça donne un peu plus de sécurité derrière, un peu plus de confiance aussi, je pense, à nos jeunes joueurs qui étaient présents hier sur le terrain. Je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est une bonne chose que Francesco Farioli change un peu de système de jeu. J'avais pas trop de doutes sur le fait que si le besoin s'en était fait sentir, il pouvait changer en tout cas de schéma de jeu. Ça, j'avais pas trop de doute là-dessus. En tout cas, moi, ce qui m'a quand même bien plu, c'est que oui, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même fou le nombre de blessés qu'on a. Et après, j'ai essayé de voir un peu plus comme l'a vu Francesco Farioli d'un point de vue positif. C'était le moment aussi de voir certains joueurs aussi sur un match complet. Je pense à Reda Belayan, à Tom Louchet, Amraoui, Antoine Mendy, voilà, des joueurs comme ça fait plaisir de les avoir vus. Je trouve qu'ils ont tous répondu présent, qu'ils ont fait tous un super match, notamment Antoine Mendy, qui continue à être quand même très bon. Donc c'était plutôt en fait c'était le moment pour aussi pour voir tous ces jeunes joueurs là. Donc je pense quand même que au final
même si on ne s'était pas qualifié, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses positives à tirer de ce match-là. Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses dans le jeu. Je m'attendais pas quand même à avoir autant de bonnes choses. On a quand même une équipe qui était qui s'est trouvée, qui a fait beaucoup d'actions combinées. Je trouve que même par moment, on a vu quand même plus de belles choses que ce qu'on a vu en championnat les semaines précédentes. Donc c'était quand même super encourageant. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est l'état d'esprit. Beaucoup de pressing, une récupération souvent à deux joueurs. Tout le monde jouait les uns pour les autres. Et c'était c'était quand même très plaisant de voir. Bon, il y avait certains titulaires, mais voir ces jeunes joueurs aussi qui ont répondu présent. Je pense qu'on en parlera aussi avec le mercato, mais en tout cas, c'est quand même rassurant de voir qu'on peut compter sur ces jeunes joueurs-là et qu'on commence à avoir des jeunes joueurs du centre de formation qui sont présents et qui peuvent être là avec les pros aussi, quoi. Parlons-en peut-être de cette qualité de jeu. Alors, de mon avis, hein, mais vous me direz, messieurs, si vous êtes d'accord là-dessus, quand même beaucoup concentré sur la première période. Hein. Ça a été un peu plus compliqué, je pense, à partir de la 50e, 55e, enfin de l'heure de jeu, on va dire, globalement. Mais une première période, c'est vrai, très intéressante, avec beaucoup un jeu assez rapide en première touche de balle. Enfin, je sais que la première demi-heure, j'ai été, comme toi, Jérémy, vraiment agréablement surpris par ce que j'ai vu, surtout en fait avec des joueurs qui ont peut-être pas l'habitude de jouer ensemble, en tout cas pas en équipe 1, et qui ont eu assez peu de temps de jeu, donc, qui ont joué crânement leur chance. On a vu un football assez on va dire assez plaisant, en tout cas dans le premier acte, et on se posera un peu la question, voilà, hein, du mercato tout au long de cette émission. Mais pour commencer, je voudrais peut-être qu'on se concentre sur cette défense à 3, hein, parce qu'on sait que déjà quand tu perds soit Dante soit Todibo, on a tendance un peu à suer des fesses. Là, il n'y en avait aucun des deux, donc voilà, heureusement Youssouf a tenu parfaitement son rôle de patron. Mais parlons peut-être plus en détail d'Antoine Mendy et de Ayoub Amraoui, du coup, qui sont un peu les deux nouveautés, même si tu le rappelais, Antoine Mendy, on l'a aperçu à ce poste-là ces dernières semaines. Je voudrais commencer peut-être par Antoine Mendy. Antoine Mendy, c'est un jeune qu'on voit avec parcimonie, mais depuis très longtemps dans le groupe pro, hein, mine de rien. Ça fait plusieurs années. Je crois que c'est à ses 16 ans, hein, sa première apparition, mais qui a jamais véritablement réussi à s'intégrer dans la durée dans le groupe pro, et encore moins dans le 11 titulaire. Alors il est encore jeune, hein, je vais vérifier ça en direct, mais de mémoire il a 19 ans, hein, encore, donc ça fait quand même il y a quand même encore une certaine marge de progression. Mais entre ce qu'il a montré la dernière fois en championnat et ce qu'il a montré là, moi je trouve c'est un des premiers joueurs depuis longtemps. Il y en a d'autres, hein, on verra en avançant ligne par ligne, mais donc je me dis réellement que ça pourrait devenir plus que un bon jeune qui va rendre des services et qui n'atteindra pas nécessairement le niveau de s'intégrer dans les 14-16 joueurs principaux de l'OGC Nice. Mais dire enfin un jeune du centre de formation sur lequel moi je nous vois compter déjà à court terme dans l'effectif pro pour la Ligue 1, et même à plus long terme devoir développer véritablement un niveau Ligue 1. Tu sais, moi il y a deux joueurs qui me font penser à deux jeunes de la saison 2016-2017. Antoine Mendy, alors attention, toute proportion gardée, hein, il fait penser un peu au parcours de Malansar. Ce petit jeune qu'on met là parce qu'il faut qu'on complète un effectif qui est décimé et qui se révèle avoir des qualités très intéressantes et qui petit à petit intègre le groupe pro de manière continue. Et on y reviendra, mais un autre joueur qui m'a fait un peu cette sensation-là, c'est Reda Belayan, qui me fait penser par moment au parcours un peu de Kosiello avec l'OGC Nice, tu sais. Ce joueur petit format qui a une très bonne qualité balle au pied et qui montre des choses intéressantes. Ça fait partie de ces deux joueurs que j'aimerais bien revoir encore plus souvent. Mais pour revenir sur Antoine Mendy, ça a été impressionnant parce que la seule chose qui lui a manqué sur ce match-là hier, c'est un but. Parce qu'il a tout fait. Il était bon défensivement. Il a même amené du jeu rapide vers l'avant, du jeu direct avec des longues balles où il s'est rarement planté. Il n'avait pas peur de prendre des risques balle au pied, de monter très haut, de tenter sa chance. C'est tout ce que j'aime voir chez un jeune joueur, c'est jouer de manière décomplexée. Et là, c'est encore plus honorable dans le sens où il fallait pas qu'il se loupe parce qu'il n'y avait pas Dante, pas Todibo pour rattraper une éventuelle bêtise.
Non, très très fort Antoine Mendy. En plus, il enchaîne, c'est ça qui est intéressant, c'est son deuxième match consécutif. Je pense, on y reviendra, mais je pense que ça fait partie de ces joueurs-là que j'ai envie de revoir de manière prolongée, de l'imaginer peut-être dans une rotation élargie, voire même un peu resserrée, le compter comme un véritable remplaçant. Il a la capacité en plus de jouer à deux postes différents en défense, sachant que c'est un tout jeune joueur, tu peux le mettre un peu où tu veux et le former un peu comme tu veux. Très très intéressant. Je pensais pas, honnêtement, je pensais pas qu'il afficherait ce niveau-là hier soir, parce que c'est toujours un peu compliqué quand t'as peu de repères, mais surtout que t'as pas forcément le ou les joueurs autour de toi pour te rassurer. Il a pris ses responsabilités, il a bien fait. On n'a pas encaissé de but. En plus, c'est pas lui qui est responsable sur ce but hors jeu d'Auxerre. Donc non, franchement, très très bon match de sa part. Et ça a été confirmé par les notes dans l'équipe. Il a eu 7. Il aurait marqué un but, il aurait eu 8 sans problème. Alric garde la main quelques instants et après je voudrais aussi l'avis de Jérémy sur la question Mercato et également sur la performance d'Antoine Mendy. On sait que l'OGC Nice cherchait un profil pouvant jouer dans l'axe et également à droite. On a évoqué Thilo Kehrer qui finalement s'est engagé avec l'AS Monaco. Alors sans comparer l'expérience, la carrière des deux joueurs qui n'en sont pas du tout au même point naturellement, et l'idée c'est même pas vraiment de les comparer niveau qualité non plus. Mais en fait, par rapport aux moyens que l'OGC Nice a aujourd'hui sur le mercato, qu'on suppose assez limité vu la répétition des rumeurs sur des prêts et le rachat de Manchester d'une partie de Manchester United en tout cas par Ineos. Quand tu vois les deux derniers matchs que fait Antoine Mendy à un poste d'axe droit, d'abord dans une défense à 4 puis dans une défense à 3, ce qu'on sait de lui, ce qu'il a pu faire en poste de latéral droit qui est plutôt son poste de prédilection, est-ce que aller chercher ce profil de défenseur central aussi à l'aise sur le côté, c'est toujours vraiment un impératif. Voilà, dans quelle mesure c'est un impératif, dans quelle mesure il faut rester à l'écoute d'opportunités, dans quelle mesure en fait peut-être qu'Antoine Mendy répond semaine après semaine à la question en disant non, pas besoin. En quelques mots avant de passer la balle à Jérémy du coup. Moi je pense pas que ce soit un impératif. Par contre, si tu acceptes de dire bon, je reste à l'écoute des opportunités, c'est parce que tu te dis c'est pour aller chercher un joueur qui est clairement meilleur que lui tout de suite. Et après, il faut voir comment tu l'intègres. C'est-à-dire, je veux un joueur bon, mais que je ne garde pas, ou je veux un joueur bon dans lequel j'inscris le projet. Et du coup, si tu fais ça, que fais-tu de tes jeunes ? Aujourd'hui, sans dire qu'il est la recrue dont on a besoin de manière indispensable, je pense qu'à ce poste-là, c'est pas là où je mettrai le plus de billes, c'est pas là où j'ai le plus besoin, parce qu'en défense, de toute façon, on le sait, on fait un peu de bricolage, on fait un peu de turnover, et on garde quand même une certaine solidité. Donc Antoine Mendy, je pense que c'est le joueur le plus à même aujourd'hui dans l'effectif côté jeune à avoir une place bien définie qui pourra évoluer dans le cours du temps et permettre à l'OGC Nice de ne pas se focaliser uniquement sur ce poste-là au mercato. Jérémy, que ce soit sur le mercato, sur le match d'Antoine Mendy hier. Déjà, je pense que je suis plutôt d'accord avec ce que Alric a dit. Le match d'Antoine Mendy était vraiment très très bon et je trouve que c'est dans la continuité des matchs qu'on a vu de sa part la saison dernière et le match qu'il a pu faire contre Lens avant les vacances. Donc je pense que c'est vraiment un très très bon joueur. Les deux seules choses moi sur lesquelles je reviendrai au niveau du mercato, c'est que je pense que oui, on peut compter sur Antoine Mendy. Le problème par contre, c'est au niveau de ses blessures. Il est quand même très souvent blessé ces derniers temps, donc à voir s'il arrive à enchaîner justement des matchs comme ça où il aura un peu de temps de jeu, ça peut lui permettre de prendre du rythme, donc à voir si ça change quelque chose. En tout cas, j'espère qu'il sera épargné par les blessures, parce que moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, alors en termes du mercato aussi, le souci c'est que je pense que on a pour cette saison les joueurs qui peuvent jouer en défense. On a Dante, Todibo, Youssouf, Rosario. On a aussi Antoine Mendy qui justement joue à ce poste-là, qui peut jouer à ce poste-là. Par contre, il faudrait, je pense, recruter un défenseur central gaucher, parce qu'on a que Dante qui est gaucher. Donc pour cette saison,
on va dire que ça peut aller. Par contre, je pense qu'il va falloir commencer à se concentrer sur ce dossier-là. Je pensais que ça avait été fait justement l'année dernière avec l'arrivée de Mattia Vitti. Bon, après, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais il faudra recruter, je pense, un défenseur central gaucher. Après, pour ce mercato, au vu de toute façon des moyens, encore une fois, qui ont été apparemment donnés, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais bon, apparemment, ça va être comme cet été. Je m'attends pas à grand-chose et je pense que Quand tu n'as que des rumeurs de prêt, en important, général, c'est signe de quelque chose quand même. Ça aussi, bon, je veux pas trop en parler dans cette émission, mais à un moment donné, il va falloir aussi peut-être que ça change, parce qu'on va pas pouvoir jouer à l'Europe chaque année avec si peu de moyens. Il va falloir aussi arrêter avec ça. Mais ce sera l'objet, je pense, d'un autre débat. Mais en tout cas, je pense que ouais, il faudrait se concentrer sur l'arrivée plutôt d'un joueur offensif. Défensivement, on a les joueurs pour. Là, il y a quand même eu énormément d'absences et ça arrive. Normalement, ça arrive au pire qu'une fois dans la saison, autant d'absences. Et bon, on a plutôt réussi à gérer pour le moment. Et on a quand même une cohésion d'équipe, comme l'a dit Eric, qui fait qu'on arrive quand même à rester solide malgré les absences. Donc voilà, c'est pas une priorité pour moi. Par contre, il va falloir, je pense, à un moment donné, se concentrer sur ce poste de défenseur central gaucher dans les mois à venir. Quelques mots peut-être, messieurs, sur le match de Ayoub Amraoui, un joueur qu'on a beaucoup vu l'année dernière avec Didier Digard, notamment beaucoup moins cette saison. Un match peut-être un peu moins accompli que celui d'Antoine Mendy. Bon, j'ai pas souvenir non plus d'un match catastrophique. Il semble quand même plus loin dans la hiérarchie. En plus de ça, à un poste de latéral gauche, il y a quand même une sacrée concurrence qui s'est installée entre un Melvin Barr en feu et un Romain Perrault, malheureusement blessé pour quelques semaines, mais quand même, je pense, devant lui, logiquement, dans la hiérarchie. On l'imagine peut-être encore un peu mal à ce poste d'axe gauche, en tout cas dans une défense à 4. Il semble un peu plus loin pour lui, peut-être un prêt à envisager, alors qu'Antoine Mendy, il me semble que Saint-Etienne était intéressé par un prêt, mais ça va être un gros non, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà, rapidement peut-être sur Ayoub Amraoui, parce que je pense qu'il n'y a pas non plus matière à disserter sur sa rencontre d'hier. Match intéressant dans l'ensemble, un peu plus en difficulté que Antoine Mendy. C'est le symbole de cette difficulté, c'est le fait qu'il est en retard sur l'action du but au Serrois qui a été refusé pour hors-jeu. Au final, il s'aligne bien, mais ça se joue pas à grand-chose qu'il couvre son adversaire direct. J'en attendais pas grand-chose de lui parce qu'en fait, je trouvais que lorsqu'il avait été mis en avant par Didier Digard, il restait quand même si c'est un jeune joueur, il restait quand même un joueur avec pas mal de lacunes. Donc, assez globalement surpris. Et par contre, il est symbole de quelque chose que j'ai bien aimé dans l'état d'esprit de nos jeunes hier, lui et Reda Belayan, c'est qu'il n'a pas peur d'aller au contact. Quitte à faire la grosse faute qui fait mal, il s'est pas caché. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ouais, c'est un peu le même avis. Je pense que, enfin, on l'a quand même moins vu que Antoine Mendy et que les autres jeunes joueurs, mais je trouve qu'il a quand même fait son match aussi. Un boss quand même qui est pas trop le sien. Bon, on l'avait vu pendant la pré-saison, il me semble qu'il avait joué axe gauche en défense quelques matchs à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est pas forcément son poste. Et je trouve qu'il a plutôt bien géré. Enfin, il a pas fait d'erreur dans son match. Il a rendu une copie propre, quoi. Donc, du coup, pas grand chose à dire sur son match. Par contre, je voulais quand même revenir juste sur un point. Bon, Reda Belayan qui a aussi fait un super match, mais je sais pas ce que vous avez pensé du match de Tom Louchet. On va en parler de Reda Belayan sur toi. Je sens que vous êtes très impatient et de Tom Louchet aussi rapidement. Non, mais en tout cas, ouais, Tom Louchet, je trouve qu'il a fait vraiment un match très intéressant. En fait, il a fait ce que j'attends d'un latéral ou d'un piston. Je trouve que défensivement, il n'a pas été pris vraiment à défaut. Et offensivement, il a beaucoup apporté, beaucoup de centres en retrait, beaucoup de percussions. Il s'est pas posé beaucoup de questions en fait, et c'est ce que j'ai bien aimé. Il a joué son jeu, il est allé beaucoup vers l'avant en fait, et il a joué avec beaucoup d'instinct, et ça m'a beaucoup plu. Donc je trouve que c'est un jeune joueur qu'on voit un peu plus ces derniers temps. Ça serait mérité en tout cas de le voir un peu plus, surtout qu'il est quand même polyvalent. Donc ça pourrait aussi
répondre à certaines interrogations qu'on a dans l'effectif. Laissez-moi vous poser la question de cette façon, messieurs, par rapport à sa polyvalence. On l'a dit un peu en filigrane quand on parlait de la place dans l'effectif de Antoine Mendy. Tu as raison, Jérémy, d'évoquer le très bon match, encore une fois, de Tom Louchet après son but dans une soirée cauchemar au Havre. Mais on a encore là un jeune qui peut dépanner des deux côtés, notamment de la défense, même si on l'a aussi un peu vu aux avant-postes. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un certain paradoxe. Alors oui, on est deuxième, on n'a pas envie de refaire le infamous mercato d'hiver 2016-2017, bien entendu, et de se donner les moyens. Quel film d'horreur. Voilà, quel film d'horreur, décidément, un des épisodes d'une longue série. Hein. Mais bon, celui-là, quand même, particulièrement exceptionnel. Mais sans vouloir répéter ce manque d'ambition de ce mercato-là, on sait aussi que depuis plusieurs saisons, on râle en fait de ne pas sortir de jeunes de notre centre de formation. Là, que ce soit Tom Louchet, que ce soit Antoine Mendy, Reda Belayan, d'autres joueurs dont on a parlé, dont on parlera sûrement au cours de la saison. On en a qui répondent présents quand on fait appel à eux. Alors, on n'est pas encore en train de dire qu'on peut faire un 11 sorti du centre de formation non plus, et il leur reste bien des étapes à franchir avant d'arriver à s'installer durablement dans l'équipe première. Mais moi, aujourd'hui, je suis partagé entre me dire, on a toujours voulu voir davantage de jeunes. Là, on en a qui poussent à la porte de l'équipe première, qui nous montrent qu'ils ont envie, qu'ils sont capables de répondre aux attentes. Et on s'interroge à la fois sur recruter des mecs pour qui vont leur passer naturellement devant dans la hiérarchie pour répondre à nos ambitions. Moi, je suis vraiment un peu le cul entre deux chaises de me dire, recruter un mec qui va pouvoir jouer latéral droit alors que Pablo Rosario a dépanné correctement à ce poste-là, que Antoine Mendy a toujours montré des choses satisfaisantes à ce poste-là aussi. Qu'à gauche, que Tom Louchet peut aussi y jouer, et qu'à gauche, tu es Fournier également. Je me dis, est-ce que aujourd'hui, avec ce que tu risques d'avoir disponible au mercato d'hiver, c'est vraiment pertinent de ne pas laisser ces jeunes-là s'exprimer sur la deuxième partie de saison et leur donner la chance de s'inscrire dans le groupe pro pour la saison prochaine, plutôt que d'attendre le mercato estival où tu auras davantage d'opportunités. On l'espère, une qualification européenne, quelle qu'elle soit, pour avoir d'autres arguments et peut-être un budget un peu supplémentaire pour attirer des profils. Moi, je suis vraiment aujourd'hui entre ces deux positions-là. Je me suis pas trop encore décidé, et je pense que c'est aussi un peu l'objet du casse-tête de notre direction sportive. C'est de se dire, si tu recrutes un Thilo Kehrer, en fait, tu sais que Antoine Mendy, tu as toutes les chances de ne jamais le voir, en fait, ou peut-être 5 minutes en fin de rencontre à certains moments. Et si tu prends un joueur, même pas en prêt, mais pour 2 saisons et demie, par exemple, tu vas devoir te poser la question du départ de certains profils, alors que c'est des joueurs qui, jusque-là, t'ont toujours montré des choses intéressantes. Et on sait qu'à Nice, on est quand même attaché à avoir des jeunes, peut-être pas nés dans le comté, mais en tout cas formés et amoureux de notre maillot. Je suis d'avis que les jeunes, s'ils montrent le bout de leur nez de manière très positive et en plus dans l'enchaînement des matchs, ils peuvent gagner le droit d'intégrer le groupe pro de manière continue. Je ne parle pas d'être titulaire ou quoi que ce soit, non, d'intégrer le groupe pro, de se fondre dans la réalité d'un collectif qui est convoqué à chaque match, faire les déplacements, vivre les causeries d'avant-match, etc., etc. Et s'il y a du temps de jeu à gratter, il faut le gratter. Concernant Tom Louchet, ça pose donc la question des latéraux. À gauche, tu n'as pas besoin de recruter. À droite, la vraie question, c'est quel est le niveau de Jordan Lotomba ? Parce que si Jordan Lotomba décide que, maintenant c'est lui le titulaire, de toute façon c'est lui le titulaire, mais s'il décide que son niveau est incroyable et que Tom Louchet fait office de doublure qui apprend, à ce moment-là, tu touches pas à ces postes-là. C'est pas là où tu as besoin. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on change les joueurs, on n'a pas nos titulaires, mais on a une équipe qui est solide, qui est solidaire, qui joue les uns pour les autres et qui prend pas de but. Certes, c'était Auxerre, mais je vais vous le dire comme je l'ai pensé hier, Auxerre, c'est la meilleure et une des meilleures équipes de Ligue 2, si ce n'est la meilleure. Donc, on a fait un bon match compte tenu des joueurs qu'on avait sur le terrain avec de nombreux jeunes. Aujourd'hui, c'est pas en défense que tu dois recruter du tout. C'est devant, parce que devant, il y a un gros problème, on y reviendra. Donc, Tom Louchet, je pense qu'il a largement le droit d'intégrer le groupe de manière continue et de prétendre à une place de remplaçant qui va gratter quelques minutes. Parce qu'en plus, si en plus de ça, en jouant 10, 15 minutes par match,
voire peut-être un peu moins parfois, ou un peu plus, et qu'en plus, il fait des bons centres, il fait de la percussion, il marque un petit but de raccro. Franchement, mais il gagne en légitimité. Et aujourd'hui, Tom Boucher, oui, comme Reda Belayan, comme d'autres, a tout à fait le droit de dire, pas besoin de recruter, je suis là. Ouais, je pense que ces joueurs-là ont montré aussi qu'ils avaient qu'ils avaient le talent, le niveau pour jouer, justement, on a joué au Auxerre hier soir, qui est la meilleure attaque de Ligue 2, une des meilleures équipes de Ligue 2. Ils ont fait leur match, ils ont été au niveau. Je pense que de toute façon, on aurait mérité de gagner le match avant les tirs au but, hein. Il reste ce problème d'efficacité, mais je pense que dans le contenu, on méritait. Donc ça veut dire que ces joueurs-là ont le niveau. Je pense que déjà de base, oui, quand on a des jeunes joueurs qui sortent comme ça du centre de formation, il faut les faire jouer, parce que déjà de une, ça fait longtemps qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qu'on sort pas beaucoup de joueurs du centre de formation. Alors on avait Evan Guessant les dernières saisons, c'est le seul vraiment qui est sorti du centre de formation. Sinon, ça date quand même d'il y a vraiment beaucoup trop d'années. Et je pense que c'est fondamental dans la vie d'un club d'avoir des jeunes qui sortent du centre de formation et qui jouent en professionnel après. C'est une des bases qui nous manquait un peu les dernières saisons. Et ensuite, au vu de nos difficultés à recruter, parce qu'on va pas se mentir, hein, cet été, c'était quand même compliqué, et là, cet hiver, ça risque d'être aussi compliqué. C'est justement une solution d'avoir justement des jeunes joueurs qui arrivent. Donc déjà en termes de profil et aussi en termes de recrutement, où t'as pas besoin de dépenser. De dépenser de l'argent pour racheter le contrat des joueurs, pour faire ton mercato. Donc c'est forcément toujours une bonne nouvelle. Donc moi aussi, je suis plutôt de l'avis que si ces jeunes joueurs-là ont le niveau, il n'y a pas de raison qu'on ne les voit pas plus. Et je pense que hier soir, ça a été une très bonne chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces joueurs-là puissent montrer qu'ils avaient le niveau. Et je pense en tout cas que le mercato sera très calme au vu de ce qu'on avait hier soir. Je sens que vous souhaitez en parler depuis le début de l'émission. Son nom est déjà très très souvent revenu, c'est évidemment Reda Belayan, qui était titulaire au milieu de terrain, un joueur aussi qu'on avait appris à découvrir et à apprécier quasiment immédiatement sous la mandature de Didier Dillard la saison dernière. On l'a enfin revu, titularisé au poste de numéro 6 au milieu de terrain, et que dire, hein, il a fait quand même un match taille patron. Il paye pas de mine avec son gabarit, mais petite teigne, hein, quand même, que tu ne bouges pas si facilement que ça. Et en plus de ça, au-delà de la petite teigne et du caractère dont il fait preuve sur le terrain et ballon au pied, justement, c'est quand même assez soyeux, hein, techniquement. Vraiment, il est pas mal à l'aise, hein. On s'est encore régalé, hein. On sent qu'il a en plus de l'énergie et du dynamisme, il a aussi les pieds qui vont avec. Enfin, vraiment un joueur qu'on a à chaque fois qu'on le voit, on se dit pourquoi on le voit pas plus. Alors on sait que la concurrence au milieu de terrain, elle est quand même féroce à l'OGC Nice, avec quasiment que des satisfactions cette saison parmi les joueurs engagés. Et on sait que c'est peut-être compliqué de prendre la place un Youssouf, un Pablo Rosario naturellement. Mais vraiment, enfin, allez, on va dire c'est la minute éloge pour Reda Belayan, qui nous a encore gratifié d'un super match. Et on parlait d'Antoine Mendy, qui doit être un des joueurs les plus proches d'intégrer le 11. Alors c'est vrai que Antoine Mendy bénéficie peut-être de la moindre concurrence à son poste, mais Reda Belayan, je trouve que au niveau de ce qu'il a montré à seulement 19 ans, lui aussi, on a très très vite envie de le voir dans la rotation et à chaque match dans le groupe pro. En tout cas, selon moi, ça n'est que mon avis. Petit frère de Hatem Ben Arfa, très éloigné. Mais... Ouais, il y a un peu de ça, même si c'est pas le même poste, physiquement et dans l'attitude sur le terrain, ça fait un peu ça, je trouve. Et puis le garçon n'a pas froid aux yeux, hein, parce que quand il faut mettre un bon petit tacle bien appuyé, il y va. Alors c'est bête, hein, parce que ça fait penser à l'OGC Nice version bourrin du début des années 2000, mais c'est important d'avoir des jeunes comme ça qui ont pas froid aux yeux, qui osent des choses, et c'est ça qu'en fait je pense qu'il faut retenir du match d'hier soir et de la performance de Belayan, de Mendy ou encore de Tom Boucher. Vous avez vu, on cite toujours les trois, les trois mêmes, hein. C'est peut-être pas pour rien, c'est qu'ils ont pas peur, ils ont pris les initiatives, ils ont montré leur qualité, avec aussi parfois leurs petits défauts de placement. Il y avait
par moments, au milieu de terrain, ils étaient un peu esselés. Ça manquait un petit peu de cohérence, mais très vite, ça s'est bien regroupé. Non, en plus, Reda Belayan, bien sûr, on pense tous à cette action où il perce la défense auxerroise à coups de petits crochets, de petits passements de jambes et des choses comme ça, où tu te dis, s'il va au bout, ok, c'est le très beau but de ce début d'année. Non, très très intéressant, et je pense que ce sera lui qui aura le plus à faire pour faire sa place, parce que typiquement, est-ce qu'il est capable de prendre la place d'un Boudaoui ou de choses comme ça? C'est pas dit, mais il a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui non, mais est-ce que lui aussi ne gagne, Jérémy, tout simplement pas le droit en fait que son nom soit cité au moment des réflexions sur la constitution de l'effectif de la saison prochaine? Ah oui, non, par contre il a le droit d'être dans la continuité, oui, c'est sûr. Ouais, je pense que oui, parce qu'en plus ça fait un moment aussi qu'on le voit avec les pros. J'ai beaucoup aimé son match, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la mentalité, parce qu'il a récupéré aussi beaucoup de ballons. Il a toujours été très proche du porteur de balle au Serrois. Vraiment un très bon match de sa part. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est juste qu'il y a des phases du match où je trouve qu'on l'a beaucoup vu, et des phases du match où on le voyait pas trop, où justement il était un peu plus effacé. Donc je pense que c'est aussi un progrès qu'il aurait à faire. Au vu de son poste, c'est un peu celui qui est dans ce cas-là, parce que quand on est défenseur, c'est différent. Mais justement, au milieu de terrain, il y a des moments où on l'a pas trop vu. Il faut aussi que je pense qu'il arrive à se gérer sur un match en entier avec les pros. Il n'a pas encore forcément l'habitude, mais en tout cas, c'est une vraie satisfaction. C'était en tout cas, je sais pas si vous vous rappelez de cet incroyable match à Brest l'année dernière. Oui. On avait fait beaucoup tourner. C'était la seule satisfaction de ce match-là pour moi, où il avait fait aussi un bon match. Il avait montré des choses intéressantes, où ça avait été, je pense, notre meilleur milieu de terrain, notre meilleur joueur sur ce match-là. Je pense qu'il a beaucoup de talent. Il a vraiment, il a le niveau aussi, je pense, pour petit à petit se faire une place dans l'équipe. Alors cette saison, comme tu l'as rappelé, il y a beaucoup de milieux de terrain, mais pourquoi pas la saison prochaine. Je pense que c'est un milieu de terrain qui est complet. Il est, comme vous l'avez dit, il est technique. Il récupère beaucoup de ballons aussi. Je trouve que c'est assez intéressant. Et non, je pense qu'il a vraiment le niveau, et j'espère le voir un peu plus lui aussi. Qu'est-ce que c'est satisfaisant en tout cas de enfin reparler de jeunes joueurs à l'OGC Nice, hein, et de bons joueurs. Ouais, tu peux parler de jeunes, mais de bons jeunes et de jeunes avec lesquels on se projette. Ils feront peut-être pas tous une carrière chez nous, mais en tout cas c'était vraiment une frustration de ces dernières années. Et là, je pense que c'est ce qu'il y a vraiment à retenir de la rencontre d'hier, au-delà de la qualification naturellement, hein, mais c'est de se dire qu'on a 3-4 jeunes qui ont vraiment montré des choses où on peut se dire qu'on les verra dans l'équipe 1 plus régulièrement dans les prochaines saisons. En tout cas, on l'espère. Alors, je ne résiste pas à l'envie, mais c'est mon mauvais esprit probablement, pour terminer la page Reda Belayan, de dire qu'il est sorti à la 75e minute et qu'il a été remplacé par Robson Bambou. Et quand même, j'ai beaucoup de mal à dire ça sans avoir un rire nerveux. C'est dire, Robson Bambou est quand même déjà revenu à l'OGC Nice. Alors en soi, moi je trouve ça phénoménal, hein, pas conservé au Brésil lors de son prêt où il n'a pas été bon. Je pense que je crois avoir vu sur les réseaux sociaux qu'il avait été élu pire joueur de l'année par les supporters. Donc bon voilà, le sketch continue. Le mec rentre à peine. Et il a déjà des minutes, il a déjà des minutes de jeu avec le Nice. Principal fait d'armes hier soir pour Robson Bambou, cette tentative de voler où il rate le ballon. Bon, ça arrive à tout le monde. Oui, excellent. Bon, ça arrive à tout le monde. Ne le chargeons pas plus que ça, mais voilà, quand même. Bon, on va vous épargner le débat de dire est-ce que Robson Bambou est notre recrue au poste de central. La réponse est non. Nerveusement, je ne pense que je ne tiendrai pas, mais voilà, pour l'anecdote, on a revu Robson Bambou. Il fallait le dire. Je pense qu'il faut faire des groupes de parole là-dessus pour que psychologiquement on tienne le choc. Je voudrais, si ça vous convient, messieurs, 8 millions quand même. Clôturer sur ce qui a bien fonctionné hier, et notamment au niveau des jeunes, pour nous concentrer sur ce qui malheureusement a été encore une source d'insatisfaction, c'est notre attaque. Alors pour le coup, notre attaque, allez, à part Alexis Claude Maurice, qu'on ne peut pas vraiment considérer comme un jeune, même si bon, il n'est pas très vieux, mais c'est pas un jeune du centre de formation, c'est juste un joueur qu'on a payé très cher et qui est en manque de temps de jeu. Mais lui, comme Gaëtan Laborde, pour qui ça a été extrêmement
extrêmement compliqué et un Terem Moffi qui n'a pas tout réussi non plus. Mais bon, côté, on peut pas tout réussir à tous les matchs, hein, on en est bien conscient. L'attaque, voilà, qui a encore été décevante, on va dire pour le mieux, hein, c'est sûr que c'est de ce côté-là que ça doit changer probablement, et ça va nous emmener sur notre dernière page mercato probablement. Mais en quelques mots, je pense qu'en fait l'essentiel a déjà été dit, hein, sur cette attaque, dont décidément Francesco Farioli ne trouve pas la solution miracle à ce manque d'efficacité. Donc voilà, un Laborde qui décide soit de rater la cage, soit de tirer sur le gardien. Terem Moffi qui a eu du mal à se montrer et qui lui aussi aime bien tirer quand même sur le portier auxerrois. Et commençons ou pas tirer du tout. Voilà, ou pas tirer du tout, mais commençons peut-être par celui dont on a moins parlé forcément cette saison parce qu'on l'a moins vu. C'est l'heure de jeu jouée par Alexis Claude Maurice. Je vais vous laisser commenter parce que je pense que les mots me manquent malheureusement. À la fois je le trouve intéressant parce que techniquement il y a quelque chose avec la balle. À chaque prise de balle, tu te dis il va faire un truc, hop, un petit slalom, c'est beau, c'est magnifique. C'est là où il provoque un carton côté auxerrois après sa petite chevauchée où il a été obligé de se faire retenir par le maillot, par le short, je sais plus quoi. Par contre, il y a un truc qui m'énerve vraiment, c'est on dirait un espèce de poulet sans tête. C'est-à-dire que il court avec le ballon, mais jamais il lève la tête pour regarder où sont ses coéquipiers. Jamais il lâche la balle. Donc ça c'est une première chose. Et surtout, qu'est-ce qui tombe ? Il tient pas sur ses cannes. Moi j'aurais dit un girafon plutôt qu'un poulet sans tête, mais il y a un peu de ça dans l'idée. Poulet sans tête, c'est pour le côté, j'ai la tête dans mes pieds, quoi. Mais mi-girafon, mi-poulet sans tête, un poule à fond, du coup. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi il lâche pas le ballon, pourquoi il joue pas un peu plus collectif. Par contre, il apporte une touche technique, et quand je parle de technique, c'est technique pure, à un effectif qui en manque cruellement, parce que un joueur comme Khéphren Thuram a cette capacité. Bon là il est suspendu, blessé, je sais plus quoi, mais on manque cruellement de joueurs comme ça qui sont capables de faire la différence individuellement, même si Jérémy Boga peut le faire aussi, mais là vu qu'il va être absent, c'est important d'avoir des joueurs comme lui. Par contre, ouais, ce serait bien qu'il lève un peu plus la tête, qu'il regarde où sont placés ses partenaires et qu'il éclaire le jeu plutôt que de garder le ballon tout seul. C'est un peu ça que je lui reproche. Après, globalement, hormis ce que je viens de dire, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match. C'était plutôt intéressant. Jérémy, du coup, Alric partiellement bienveillant, parce qu'il a quand même dit poulet sans tête, hein, bon, mais qui préfère retenir ce que Claude Maurice a montré de bien et à apporter. Alexis Claude Maurice qui, avec la blessure de Sofiane Diop, l'absence à la canne de Jérémy Boga, avait vraiment des points à marquer et en aura, je pense, tout au long du mois de janvier. Pour toi, est-ce qu'il y a eu des points marqués de sa part hier soir et qu'est-ce qu'on pense tout simplement aujourd'hui de ce joueur et de sa place dans l'effectif de l'OGC Nice? Bon, j'ai beaucoup de mal à dire un peu ce que je pense de son match parce qu'au début c'était pas mal. Quand on a eu de bonnes choses, on sait que techniquement il est capable de belles choses. En début de match, il l'a montré. Après, je trouve que justement, au fur et à mesure du match, il s'est un petit peu éteint. Il y a des fois, comme l'a dit Elric, où il aurait dû... j'ai une action en tête où à un moment donné, il arrive à faire une belle action près de la surface, il peut la passer à Terem Moffi, en fait, il tire et il tombe. Bon, c'est un peu dommage. Justement, je trouve que c'est un peu dommage, il manque un peu cette vision du jeu à certains moments. Un match, c'était pas un mauvais match, mais... c'est un joueur normalement, j'attends beaucoup plus de ce joueur-là, mais maintenant j'attends pas forcément non plus. Est-ce qu'on attend encore quelque chose d'Alexis Claude Maurice? Moi, c'est un peu la question. J'attends pas non plus qu'il nous fasse des super matchs parce que il est trop, lui aussi, il a trop de soucis de blessures, tout ça. Je pense qu'il a du mal à enchaîner pour l'instant. Donc on va voir comment on va être géré son cas parce qu'il est en fin de contrat en juin, il me semble. Donc on verra. En tout cas, il a pas fait un mauvais match, mais c'était pas incroyable non plus. Il est quand même sorti assez tôt. Je pense qu'il était fatigué. Mais justement, cette question du physique revient à chaque fois. Donc moi, je m'attends pas forcément à quelque chose de sa part non plus. J'espère qu'il pourra enchaîner, qu'on pourra compter sur lui. Mais je m'attends pas non plus à ce qu'il nous fasse des super matchs tout le temps, quoi. Voilà, c'est un joueur maintenant. Ça fait un moment qu'il est là et je m'attends plus forcément à grand chose, quoi.
Mais voilà. 4 ans et demi, si je peux enchaîner, 4 ans et demi à l'OGC Nice, hein, je te laisse, mais juste pour finir sur Claude Maurice, 6 mois de sa fin de contrat, comme tu le disais, on a du déjà mal 4 ans, wow. Voilà, on a du mal à imaginer. Oui, une des premières recrues de l'ère Ineos, hein, en même temps qu'un Caspar Dolberg par exemple. Voilà, bon, on a du mal à imaginer qu'il puisse là en quelques mois inverser la tendance, mais bon, c'est en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite et qu'on nous souhaite aussi, parce qu'on aura probablement besoin d'un Alexis Claude Maurice décisif tout au long de ce mois de janvier où voilà, ce poste de milieu offensif où il a joué quand même un peu dans l'axe. Qui est censé être son poste préférentiel hier soir, et puis on sait qu'il peut jouer à gauche de l'attaque aussi. On risque d'avoir des besoins, on le disait, en l'absence de Sofiane Diop et de Jérémy Moga. Jérémy, excuse-moi, je t'ai coupé du coup, mais pour suivre sur le reste de l'attaque, hein, sur que ce soit la performance de Terem Mofid, Gaëtan Laborde, pourquoi pas l'entrée aussi d'Evan Guessant, mais bon, tu me diras, j'ai l'impression qu'on a vu hier ce qu'on a déjà beaucoup dit ces dernières semaines. Ouais, voilà, c'est juste pour dire quelques mots sur ça, même si on va revenir toujours sur le fait qu'on manque vraiment d'efficacité devant les buts. Après, je trouve que Terem Moffi a quand même fait un bon match, sachant aussi qu'il a eu sa petite déception avec le fait qu'il ne parte pas à la CAN. Je trouve qu'il a vraiment fait un bon match, qu'il a répondu présent. Il a même récupéré quelques ballons. Après, je trouve qu'il est pas loin de marquer. C'est plutôt le gardien qui fait quand même de bons arrêts, je trouve, sur ses. Pas sur la deuxième. Pas sur la deuxième, mais sur la première où il arrive justement, il se crée un peu l'occasion tout seul, où il est face à deux défenseurs et il arrive quand même à avoir un corner. Je trouve qu'il fait quand même un bon match. Après, par contre, mon Gaëtan Laborde, c'est différent. Je trouve que j'étais content parce qu'en première mi-temps, je trouve qu'on l'a beaucoup plus vu. Il a été un peu plus juste. J'étais content. Je me suis dit bon, ça va mieux. Par contre, moi, en seconde mi-temps, je suis traumatisé par ce face-à-face face au gardien. C'est pas possible de louper ça. Alors, les commentateurs à la télé ont dit à quel arrêt du gardien. Enfin, je veux dire, il lui tire dessus, quoi. Vraiment un ras de terre. Et cette année, c'est quand même, c'est quand même fou. C'est tout le temps ça, quoi. C'est soit on tire 10 mètres au-dessus, soit on tire sur le gardien dans l'axe ras de terre, quoi. Je ne comprends pas comment un attaquant qui à ce niveau-là cette année ait autant de mal. Là, je pense pas que ce soit son positionnement hier, parce que même si sur la feuille de match, on va dire qu'il était placé sur un côté, lui et Claude Maurice étaient quand même très très axiaux. Mais je trouve que, enfin, franchement, hier, il nous donne la qualification avec son penalty, hein, mais c'est tout ce qu'il y a à retenir de sa performance. J'ai eu le peur qu'il rate, moi. Voilà, et en plus, il n'était pas tiré magnifiquement, on va dire. Mais je trouve qu'il a fait, comme d'habitude, en fait, il a fait un bon match dans l'envie, dans son volume de jeu. Mais techniquement, là, il réussit trop peu de choses, quoi. Je veux dire, il y a des fois aussi des centres pour personne. Et moi, ce face-à-face, je suis désolé, c'est pas possible. On peut trouver à chaque fois des excuses, dire oui, le gardien, il fait un bon arrêt, etc., etc. Je veux dire, là, c'est pas possible. Il faut marquer à ce moment-là. Et surtout que ça aurait été un moment idoine pour marquer, quoi. Vraiment, c'était à l'heure de jeu, on aurait été, ça aurait confirmé un très bon moment de l'équipe. Pour moi, cette occasion-là, il doit y avoir but. C'est pas possible autrement, quoi. Donc, en tout cas, ce problème d'efficacité offensive, pour l'instant, ça nous porte pas préjudice, parce que bon, hier soir, on s'est quand même qualifié. Je pense qu'on aurait un autre discours si on avait perdu au tir au but après. Mais il faut vraiment régler ce souci-là. Je ne sais pas si, moi, je continue à dire que pourtant on a les joueurs pour, hein, normalement. Hein. Je veux dire, quand t'as Terem Moffi, Gaëtan Laborde devant, c'est quand même deux des meilleurs attaquants de Ligue 1, normalement. J'ai un peu de mal à comprendre cette maladresse. Donc j'espère que ça ira mieux. Et honnêtement, j'ai pas forcément les réponses et d'analyse sur le fait qu'il y ait si peu d'efficacité, à part que justement on fait toujours le geste de trop. On attend de rentrer dans les buts pour essayer de marquer. Il y a trop peu de joueurs qui tentent des frappes de loin, qui jouent en première intention. Il faut toujours qu'il y ait un ou deux contrôles de trop, ce qui fait qu'à chaque fois, hier soir, il y avait un défenseur d'Auxerre qui avait le temps de revenir, de faire un tacle. On a l'impression que c'est toujours un tacle au dernier moment, mais c'est juste que il a le temps, parce qu'on met trop de temps à tirer. Donc il faut plus d'instinct et plus de premières intentions, et ça, c'est ce que je dis toujours, quoi. Alors, est-ce que justement c'est le mercato qui va répondre à ce problème offensif? Tu l'attendais, ça, hein. Parce qu'on va parler forcément de la rumeur Florian Thauvin, hein, évoquée dans la presse ces derniers jours, et puis vieux serpent de mer, hein, du côté de l'OGC Nice. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'on en parle actuellement à l'Udinese. Le joueur serait disponible en prêt avec option d'achat. Reste à voir pour quelle
pour quel montant, mais on va dire que contrairement à d'autres rumeurs qu'on a pu avoir, et puis on sait qu'on a eu aussi la rumeur Christopher Welde qui joue au Lech Poznan, pour qui on avait fait une proposition de prêt avec obligation d'achat, qui a un peu fait se sentir insulté le président du club polonais. À juste titre. Mais en tout cas, voilà, Florian Thauvin peut-être un peu plus disponible, parce qu'il n'est pas titulaire à l'Udinese. Bon, ça fait pas franchement rêver dit comme ça, 36 matchs cette saison. Il me semble 3 buts, 3 passes décisives au total, des stats voilà assez intéressantes pour un joueur qui a beaucoup joué par contre 9,5 en Italie, mais lui est un véritable ailier droit gaucher, donc il pourrait jouer en pied inversé, qui serait le pendant en tout cas le plus symétrique possible d'un Jérémy Boga. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le genre de profil sur lequel on doit aller, un joueur qui en plus de ça, quoi qu'on en pense, est quand même confirmé et champion du monde, et ça me fait beaucoup mal de le dire, mais ça compte pas. Voilà, ça rajouterait de l'expérience, un joueur qui serait à même peut-être d'aller chercher une qualification européenne et de jouer une Coupe d'Europe si son aventure à l'OGC se confirmait et se prolongeait en soi. Mais bon, on sait aussi que c'est un caractère particulier, un passif particulier entre Bastia et l'OM, et son attitude détestable avec nos amis lillois. C'était il y a très longtemps. On peut peut-être décider qu'il y a voilà, que désormais ça fait partie du passé. Mais quel est votre sentiment face à ce joueur qui est forcément clivant? Et j'en vois pour preuve que je suis vraiment, on est vraiment partagé entre les réactions épidermiques qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, où la plupart des gens assimilent ça à l'idée Yannick Cahuzac qu'a pu avoir Florent Ghisolfi cet été. Et finalement, au stade hier, les gens qui en parlaient en disant franchement ça va, ça fait longtemps, on se souvient pas d'un mot particulier sur l'OGC Nice. Il a fracassé l'OM dans sa dernière interview sur le sujet en plus. Donc voilà, quel est votre sentiment? Et forcément, il y aura une partie sportive. Et voilà, Florian Thauvin étant Florian Thauvin, il y aura aussi une partie pour nous extra sportive à considérer dans notre débat. Bah, exactement. Tu as bien fait de séparer les deux, parce que c'est exactement ma pensée à l'heure actuelle. C'est que sportivement, c'est le type de joueur qui nous ferait du bien. Parce que je reprends une action de Terem Moffi hier, où il était dans la même position que face au Paris Saint-Germain, sur son pied, où il doit envoyer une sacoche, il ne frappe pas, il perd le ballon. Florian Thauvin, il est dans cette position, il envoie une sacoche et elle finit probablement dedans. Et ça fait partie de ces joueurs qui sont instinctifs. On ne sait combien de buts on a vu de Florian Thauvin avec l'Olympique de Marseille, où il revient sur son pied gauche. Toujours le même geste, hein. Il revient sur son pied gauche, il envoie une grosse frappe, ça finit au fond. Tu te dis, bon, ok, peu importe ce qu'on pense du joueur, ça, il sait le faire, et il sait bien le faire. Ça, c'est sportif. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose. Et il s'est centré, a priori, contrairement à la plupart de ses peut-être futurs coéquipiers niçois. Mais Tom Louchet, c'est très bien centré aussi. Oui. Hein. Tom Louchet, c'est très bien centré. Je veux dire, c'est la réflexion que je me faisais hier, il n'envoie pas des centres au 4e poteau. Il n'est pas toujours très juste dans l'appréciation des distances par rapport au gardien, mais c'était correct. Après, qu'est-ce qu'on pense de Florian Thauvin? Il a joué à l'Olympique de Marseille, oui, comme bon nombre de joueurs qui sont passés par l'OGC Nice. Comme Morgan Sanson et Mario Lemina, qu'on adore. Hein. Exactement. Comme Renato Civilli, oui. Comme Pancho Bardonado, et on peut en citer, et comme Cyril Roll aussi. On peut en citer pas mal. Après, il me semble pas avoir eu des mots plus haut que l'autre par rapport à l'OGC Nice. Je pense même qu'il s'en fout. Ce qui a un peu enflammé les réseaux hier. Il me semble que c'est parce qu'il a dit quand t'es supporter de l'OM, t'as envie de porter ce maillot. Ok, oui. Et alors, enfin, je veux dire, il me semble que Lucas Hernandez est supporter de Marseille et joue à Paris. Jérémy Boga est natif de Marseille et a déjà dit que voilà, jouer à l'OM, ça lui plairait. Bon, jusque-là. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un joueur que j'aime détester sur un terrain. Parce que je le trouve insupportable. D'autant plus quand il joue chez ton rival. Parce qu'il râle, parce qu'il se plaint, parce qu'il est bon aussi. Et c'est ça qui te fait que t'as pas envie de le voir chez toi, parce que tu te dis non, mais vas-y, c'est quoi cette tête de con? Ouais, il y a un peu un délit de faciès avec Florian Thauvin, j'ai l'impression. Et y compris chez moi par le passé, et peut-être encore aujourd'hui. Il est un peu physiquement énervant. Je sais pas mais complètement. Je sais pas si ça peut se dire. Complètement, tu le vois, t'as envie de lui mettre des claques. Tu sais pas pourquoi, mais tu dis tiens, j'ai pas envie d'un. Voilà, bon. Et mais après, si on raisonne de manière pragmatique, et je pense que parfois c'est comme ça qu'il faut raisonner, sportivement, s'il amène une vraie valeur ajoutée à ton effectif,
Et pourquoi pas tenter le coup? Qu'est-ce que tu risques sur 6 mois? Jérémy, on n'est peut-être pas tout à fait dans le cas d'un joueur comme, pour citer notre joueur qu'on déteste, qu'un Matteo Guendouzi par exemple, on n'a pas totalement. Ah non, lui c'est non par contre. Voilà, exactement. On n'est pas tout à fait dans ce cas-là. C'est un joueur qu'on a aimé détester pour différentes raisons, Florian Thauvin. Ton avis sur la question, sachant que effectivement sportivement, c'est peut-être la première rumeur qu'on a sur ce poste-là, en tout cas aux avant-postes, qui semble vraiment correspondre en matière de profil à ce qui répondrait. Après, ça marchera ou ça marche pas, c'est la vérité du terrain qui le dira. Mais en tout cas, en termes de profil, il y a l'expérience, il y a la polyvalence, il y a le fait qu'il soit majoritairement bon à un poste d'ailier droit où c'est difficile d'installer quelqu'un à l'OGC Nice ces dernières saisons. Il y a la possibilité de l'avoir en prêt avec option d'achat, visiblement, ce qui permettra à l'OGC Nice de se renforcer à moindre coût et de se laisser la possibilité de ne pas donner suite à l'aventure si c'est décevant. Vraiment en termes sportifs, ça semble être un bon choix. Maintenant, pareil, je te posais la question plus à titre personnel que sportif et que de chroniqueur de Avantinissa. Est-ce que tu as envie de voir Florian Thauvin porter le maillot de l'OGC Nice? C'est une question différente. Alors, moi, sur l'aspect sportif, je serais peut-être pas aussi, j'aurais peut-être pas exactement le même avis que vous. Alors, certes, si on recrute le Florian Thauvin qui a joué à Marseille il y a quelques années, ce serait un très très bon renfort, parce que ça a quand même été un super joueur pendant ces saisons à Marseille. Après, par contre, honnêtement, le niveau qu'il a actuellement, je sais pas trop, quoi dire, parce que il me semble pas, justement, bon, à l'Udinese, il joue pas beaucoup titulaire, il enchaîne pas beaucoup. Je sais pas exactement s'il a toujours le même niveau. Je mets quand même un petit doute là-dessus. S'il vient, en tout cas, c'est sûr que ce serait bien pour nous s'il a le même niveau qu'à Marseille ou pas loin, on va dire. Mais voilà, j'ai un doute sur ça. Moi, je suis pas sûr forcément qu'il ait toujours le même niveau. Alors oui, sur le papier, son profil, la polyvalence qu'il peut avoir, ce serait une bonne chose. Est-ce que ce sera la réalité? C'est autre chose. Je suis pas sûr. Après, non, enfin, moi, Florent Thauvin, ça n'a jamais été un joueur que j'ai pas aimé. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur. J'ai jamais eu d'avis autre que sur le joueur, en fait, parce que j'ai rarement d'avis autre que sur les joueurs en eux-mêmes, parce que sur je ne Guendouzi. connais pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu penses pas de Guendouzi? Ouais, c'est différent. Mais suite à ce qui s'était passé il y a 2 ans, c'est quand même différent. Mais non, Florent Thauvin, c'est pas un joueur que, enfin, s'il signe chez nous, je serais pas en colère de le voir signer chez nous, en tout cas, parce que même s'il a joué à Marseille, voilà, comme vous l'avez rappelé, je pense que Sivelli et Lemina sont 2 excellents exemples. Enfin, Sivelli, moi, c'est quand même un de mes top légendes au GC Nice. C'est le numéro 1, donc voilà. je valide. Ouais, c'est le premier ex-aequo avec Dante. Mais voilà, c'est quand même, je sais pas parce qu'un joueur a joué à Marseille enfin, ça dépend de son comportement, mais en tout cas, il a jamais eu quelque chose entre... Il a joué à Marseille ou même à Bastia ou à Monaco dans un autre club rival. C'est toujours le comportement qu'il a eu envers l'OGC Nice à ce moment-là, ce que les gens n'ont pas compris dans le débat sur Cahuzac, notamment. Ouais. On a des anciens Bastiais qu'on a vraiment apprécié. Et bon, au final, voilà, Cahuzac c'était différent, et Florian Thauvin, toute la question est dans son comportement envers l'OGC Nice. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulièrement répréhensible? Pas souvenir que voilà, la mémoire me fait défaut sur ce sujet-là. N'hésitez pas sur les réseaux à nous en faire part, mais j'ai pas l'impression. Le fait qu'il soit physiquement dérangeant pour nous, ça nous appartient. Après, voilà, sportivement, en tout cas, il répond tout ou en partie, après, selon l'appréciation de chacun, à des besoins. Et on sent bien que de toute façon l'attaque de l'OGC Nice, c'est vraiment, on l'a dit, là où on a moins l'impression qu'on a de la réserve pour que ça fonctionne jusqu'à la fin de la saison. Du coup, on espère que ce sera rapidement corrigé lors de ce mercato. Messieurs, on a fait notre petite heure d'émission. J'ai pas envie de vous frustrer si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a été assez complet. On a souligné rapidement au début, on s'est pas épanché là-dessus, mais voilà, un super match de Marcin Bulka qui, entre son arrêt à la dernière minute et son efficacité sur les tirs au but, du coup t'obtient largement la qualification aussi à lui tout seul. Et puis voilà, le fait que l'OGC Nice revient rapidement, dès la semaine prochaine, un déplacement
Périeux à Rennes, samedi 13 janvier à 21h. Hein. Rennes qui est englué à une piteuse 10e place du classement. C'est l'occasion de leur mettre 19 points d'avance quand même, d'aller l'emporter là-bas. Ça ferait pas, ça ferait plaisir, ça ferait pas désordre en tout cas. Bon, voilà. Je sais pas si vous avez un mot de la fin ou si on souhaite encore une fois une très bonne année à nos auditeurs et qu'on retrouvera la semaine prochaine. Rapidement sur le match de Rennes, attention parce que on est sur 2 défaites consécutives à l'extérieur. Il faut corriger le tir là prochainement et surtout ce serait bien d'aller s'imposer face à un concurrent direct de base, même si aujourd'hui ils sont là ça semble plus compliqué quand même. Oui, mais quand je disais concurrent direct, c'est qu'au début de la saison, surtout après leur premier match où ils gagnent 5-1 à domicile face à Metz, on se dit ok, là c'est très très fort. En plus leur recrutement tourné vers l'offensive faisait très peur, donc ce serait bien d'aller déjà corriger le tir à l'extérieur et imposer directement nos ambitions sur leur terrain, pour notamment envoyer un message en disant ok, il y a la CAN, ok, on a des absents, mais vous inquiétez pas, rien ne va changer quoi. Jérémy, le mot de la fin. Ouais, en espérant récupérer le plus de joueurs. Normalement on récupère Dante et Barre certainement, mais j'espère qu'on va quand même récupérer aussi quelques joueurs. Sofiane Diop, Kefren Turam, Badreddine Bouanani, il me semble, sont les plus proches d'un retour. Donc j'espère qu'ils seront quand même là parce qu'on va avoir besoin quand même d'avoir un effectif un peu plus conséquent pour le championnat. Là. Prochain match pour l'OGC Nice, du coup, Rennes. Le tirage au sort des 16e de finale, ce sera lundi soir également, après les derniers matchs des 32e de finale prévus notamment aujourd'hui. On espère un peu de chance au tirage pour éviter, comme tu disais, Jérémy, tout à l'heure, d'être l'affiche des 16e de finale face à un autre gros club de Ligue 1, même si, il faudra bien y passer à un moment donné. Voilà, exactement, il faudra tous les battre si on veut arriver jusqu'au Stade de France. Et cette fois, ramener la coupe à la maison. Messieurs, merci beaucoup. Encore une excellente année à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous et on espère que cette fin de saison sera aussi bonne que la première partie. Et puis on se retrouve très vite dès la semaine prochaine pour le débrief du match face à Rennes. Et Issa Nissa. Issa Nissa. Ça.